Le Burkina Faso vient-il d'allumer la mèche d'une révolution mondiale? Imaginez un État africain, longtemps ignoré sur la scène internationale, qui ose remettre en cause l'équilibre soigneusement construit après la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est plus seulement une question de survie ou de développement. Ici, il s'agit de renverser la table, de défier des règles établies depuis près de 8 décennies. Aujourd'hui, le Burkina Faso a signé un pacte inédit, brisant sans détour des règles imposées par l'Occident. Ce n'est pas un acte isolé ou symbolique, mais une alliance explosive avec la Russie, la Chine et la Corée du Nord. Trois puissances, souvent marginalisées, mais déterminées à miser gros sur ce pari africain. Cette alliance, en apparence improbable, rappelle par certains aspects le basculement du monde lors de la guerre froide, lorsque des pays comme Cuba ou le Vietnam ont cherché à s'extraire de la tutelle occidentale en se tournant vers l'Est. Derrière les rideaux, des tractations intenses, armes, infrastructures, matières premières. Chacun propose à Ouagadougou ce que l'Occident refuse depuis trop longtemps. La Russie livre des armes et des instructeurs, la Chine propose ses technologies et ses routes, la Corée du Nord troque des armes contre des terres agricoles. Le Burkina Faso orchestre ainsi une démolition contrôlée de l'ordre mondial, sous les yeux médusés d'un monde qui n'a pas vu venir ce réveil africain. Fini le temps de demander la permission. Le pays impose sa logique, quitte à provoquer ceux qui tenaient la région d'une main de fer depuis presque 80 ans. Mais cette partie est dangereuse. Si ce pari échoue, c'est l'effondrement, le chaos, la fragmentation et le retour d'une domination étrangère plus brutale encore. L'histoire nous l'a appris. Le Congo des années 60, par exemple, a payé cher ses tentatives d'émancipation dans le sang et la division. Mais si le Burkina Faso réussit, alors l'Occident pourrait bien perdre son emprise sur l'une des régions les plus stratégiques du monde et voir l'aube d'une ère nouvelle. Comment en est-on arrivé à ce point de rupture ? Pour comprendre, il faut remonter aux racines de ce conflit et dévoiler les deux guerres que doit mener le Burkina Faso pour survivre. Deux fronts, deux défis majeurs et un vertige. Survivre alors que tout vacille. La première guerre se joue à l'intérieur même du pays, là où chaque décision peut faire basculer l'équilibre fragile. Mais l'autre front, plus discret, se dessine à l'international. Ces deux fronts s'entrecroisent et se nourrissent l'un l'autre, rendant la situation d'autant plus explosive. Au Burkina Faso, la guerre ne se résume pas aux tirs et aux explosions. Elle s'infiltre jusque dans les couloirs feutrés de la diplomatie et dans le froid des sanctions économiques. Sur le terrain, la première ligne saigne, des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique déchirent le nord et l'est du pays. Des régions entières échappent au contrôle de l'État, la peur s'installe, la société se fissure. On assiste à la fermeture de centaines d'écoles, à la fuite massive de villageois. Certaines provinces Kwichi sont désormais des no man's land, où seule la loi du plus fort règne. Les chiffres donnent le tournis. Plus de 2 millions de personnes ont fui leur foyer. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont péri dans des attaques ou lors de déplacements forcés. Pour comprendre l'ampleur, il suffit d'imaginer la population entière d'une grande ville européenne contrainte de tout abandonner du jour au lendemain. Les images rappellent celles, terribles, du Rwanda en 1994 ou plus récemment de la Syrie, où la guerre civile a déplacé la moitié de la population. Mais pendant que la population tente de survivre sous les balles, une autre guerre ronge le pays. Elle est invisible, mais tout aussi implacable. Depuis l'expulsion de la France et le départ de l'Union européenne, le Burkina Faso subit un isolement diplomatique brutal. L'aide s'évapore, les échanges d'informations se raréfient, l'économie suffoque sans les soutiens extérieurs. Les investissements étrangers s'effondrent. Les projets d'infrastructures, jadis alimentés par des fonds européens ou américains, sont stoppés net. Pour les dirigeants, cette rupture n'est pas une bravade, c'est une exigence populaire, le prix à payer pour recouvrer une souveraineté longtemps confisquée. Mais l'Occident, piqué au vif, riposte. Gel d'avoirs, suspension de programmes, pression multiforme. Le Burkina Faso respire l'air rare de la marginalisation. La population ressent une punition collective qui pèse chaque jour un peu plus. Les prix des biens de première nécessité flambent. Les coupures d'électricité se multiplient, les hôpitaux manquent de médicaments. Les enjeux sont limpides et cruels. Perdre la guerre militaire, c'est risquer l'anéantissement de l'État et livrer le pays aux extrémistes. Perdre la guerre diplomatique, c'est subir une lente asphyxie économique, s'isoler, devenir vulnérable à l'extrême. La Libye, après la chute de Kadhafi, a sombré dans le chaos faute d'alliés solides. Le Zimbabwe, isolé par l'Occident, a vu son économie s'effondrer dans l'hyperinflation.
Mais sous ces deux fronts, un affrontement plus vaste s'esquisse, la lutte pour une souveraineté africaine réelle face au chantage occidental. Le Burkina Faso joue sa survie à quitte ou double, chaque décision pouvant bouleverser le destin de toute une région. Cette dynamique rappelle le mouvement des non-alignés dans les années 60, lorsque des pays comme l'Inde, l'Égypte ou la Yougoslavie ont tenté de naviguer entre les blocs sans jamais totalement s'affranchir des influences extérieures. Dans ce contexte brûlant, le Burkina Faso cherche de nouveaux alliés, prêts à briser l'isolement et à redéfinir les règles du jeu mondial. Mais chaque rapprochement comporte ses propres risques et bouleversements. Les leçons du passé s'imposent. Le Cambodge, dans les années 70, a payé cher ses alliances hasardeuses. Se libérer des anciens maîtres, mais à quel prix? C'est la question qui hante Ibrahim Traoré, jeune capitaine devenu chef de l'État dans la tourmente. Pour lui, la rupture avec l'Occident n'est pas une posture. C'est une course éperdue, où chaque choix peut sauver ou perdre un pays déjà au bord de l'abîme. Face à l'essor des attaques djihadistes, Traoré mobilise la population comme jamais. Formation de groupes de volontaires armés, restriction des libertés publiques, état d'urgence décrété dans plusieurs provinces. Les appels à la résistance résonnent dans les rues de Ouagadougou, mais l'atmosphère s'alourdit, la société vit dans la peur, la méfiance s'installe. Privé de tout soutien occidental, le Burkina Faso doit réinventer sa survie. Première étape, le grand basculement vers la Russie. Des cargaisons d'armes arrivent, des instructeurs russes s'installent dans les casernes, la coopération s'affiche sans pudeur. Ici, pas d'exigence démocratique, pas de débat sur les droits humains. Le message est clair, nous vous aidons à gagner la guerre, le reste ne nous regarde pas. Mais la Russie n'est pas seule à se glisser dans la brèche. Peu à peu, la Chine s'impose dans le jeu. Elle livre des drones d'observation, propose la construction de routes flambant neuves, déploie ses technologies pour sécuriser villes et échanges. Son offre va plus loin. Elle propose un modèle où économie et sécurité se mêlent, à l'image du corridor sino-pakistanais. Les contrats restent opaques, mais la présence chinoise devient chaque jour plus visible. Des panneaux écrits en mandarin apparaissent dans les rues, des sociétés chinoises embauchent des milliers de travailleurs locaux. Pour Ouagadougou, il ne s'agit pas de capituler devant un nouvel empire. Officiellement, ce virage est présenté comme un acte de diversification, de pragmatisme. Plus jamais dépendant d'un seul partenaire, martèle la communication officielle. Mais la réalité demeure complexe. Chaque alliance apporte ses propres règles, ses propres ombres. Les infrastructures construites par la Chine, comme au Sri Lanka ou à Djibouti, sont parfois reprises par Pékin lorsque les dettes ne peuvent être payées. Vu d'Occident, Traoré paierait le prix fort. Retrait de l'aide humanitaire, isolement diplomatique, économie asphyxiée. Mais, aux yeux de ses partisans, c'est tout l'inverse. La rupture est un acte historique, la fin d'un cycle de domination stérile. Le Burkina Faso se relève, affirme ses choix, ose défier l'ordre établi. Cette dynamique évoque la posture de l'Algérie dans les années 60, qui a préféré la souveraineté à l'aide conditionnée. Le dilemme est cruel. D'un côté, la promesse d'une souveraineté retrouvée. De l'autre, le risque de troquer une dépendance contre une autre et de voir le pays sombrer, écrasé entre la guerre contre les djihadistes et l'isolement mondial. L'Éthiopie, en son temps, a dû faire face à des choix similaires, oscillant entre Washington et Moscou sans jamais trouver la stabilité. Dans ce nouveau jeu d'alliance, chaque partenaire avance masqué, chacun impose ses règles. Jusqu'où le Burkina Faso pourra-t-il tenir cet équilibre fragile sans sombrer dans une nouvelle forme de servitude ? Quand les États mis au banc inventent leur propre route, la suprématie occidentale vacille. L'accord secret entre le Burkina Faso et la Corée du Nord bouleverse l'équilibre du jeu mondial. Fini les dollars, fini les banques, fini les organismes de contrôle. Pyongyang troque armes et matériel militaire contre des terres agricoles et des droits miniers. Loin des radars, un nouveau marché s'ouvre, à l'abri des règles imposées par l'Occident. Pour la Corée du Nord, ce partenariat est vital. Le pays souffre de pénuries alimentaires chroniques, accentuées par les catastrophes naturelles et les sanctions. Il manque cruellement de ressources naturelles. Pour Ouagadougou, c'est l'occasion d'obtenir des armes et du matériel sans attirer l'attention, échappant à la surveillance internationale. Ce troc risqué ouvre une brèche dans le mur des sanctions, offrant une inédite liberté d'action. Des scènes similaires ont été observées lors de la guerre Iran-Irak, où des pays sous embargo échangeaient en pétrole contre armes. Mais ce pacte n'est pas un simple échange, il devient un précédent. D'autres États africains, eux aussi marginalisés ou étranglés par les sanctions, observent avec intérêt.
Des rumeurs évoquent des contacts similaires en Centrafrique ou au Zimbabwe. Certains commencent à envisager la même voie, déterminés à sortir de l'ombre occidentale et à redessiner leur destin. Une économie clandestine se tisse où l'exclusion se transforme en force à l'image des réseaux parallèles créés par Cuba sous embargo. Le prix à payer? Il est élevé. Le Burkina Faso abandonne des étendues entières de terres et des droits sur ses minerais stratégiques. Peu à peu, le pays risque de perdre la maîtrise de son sol et de sa souveraineté, de tomber sous l'influence de nouveaux partenaires imprévisibles, parfois insensibles aux normes sociales ou environnementales. La Zambie, après avoir bradé ses mines, a connu une perte de contrôle sur ses richesses. Face à cela, l'Occident vacille. Les sanctions additionnelles n'ont plus d'effet. La Russie, la Chine et la Corée du Nord ont appris à les contourner avec habileté. Une intervention armée? Inenvisageable. Trop risquée, trop impopulaire, sans issue claire. Les puissances occidentales se retrouvent spectatrices, incapables d'endiguer ces réseaux parallèles qui minent leur autorité. En Afghanistan, après le retrait américain, des réseaux similaires se sont mis en place sous le regard impuissant des Occidentaux. Si ce pari du Burkina Faso réussit, il pourrait rebattre toutes les cartes du pouvoir africain, et bien au-delà. L'Occident risquerait d'être relégué sur la touche, tandis que de nouveaux réseaux d'alliances et d'échanges, tissés par des régimes autoritaires, s'imposeraient sur la scène internationale. On assisterait alors à une fragmentation de la mondialisation, avec des blocs rivaux et des circuits économiques parallèles, comme ce fut le cas pendant la guerre froide. Mais cette stratégie radicale comporte des risques majeurs et des conséquences imprévisibles, pour le Burkina Faso comme pour ses partenaires. Où s'arrête la souveraineté et où commence la dépendance? Les exemples du Venezuela ou de l'Iran montrent que la survie dans l'isolement n'est jamais garantie. Rompre avec l'Occident, est-ce vraiment un acte d'émancipation ou juste l'échange de chaînes visibles contre d'autres, plus subtiles? Cette question tourmente aujourd'hui le Burkina Faso, engagé dans un pari dangereux, se détourner de ses anciens alliés pour écrire un avenir sous de nouveaux drapeaux. La Russie, la Chine, la Corée du Nord attirent avec une offre redoutable. Pas de leçons de morale, pas de conditions politiques, mais des contrats, des armes et une assistance sans jugement en échange d'une loyauté sans faille. À première vue, ce virage semble rendre au Burkina Faso une souveraineté confisquée depuis des décennies. Mais l'histoire récente de pays comme le Laos ou l'Angola, où la présence soviétique puis chinoise a laissé des traces durables, rappelle que toute alliance a un coût. Pourtant, sous la surface, de nouveaux pièges se referment. Les routes, les mines, les réseaux numériques, autant d'infrastructures stratégiques, sont désormais bâtis, financés puis contrôlés par ces nouveaux partenaires. Une dépendance insidieuse s'installe, non par contrainte mais par nécessité, tissant des liens invisibles mais solides. Le Sri Lanka, incapable de rembourser ses dettes envers la Chine, a dû céder le contrôle de son port d'Hambantota. Poussé par l'urgence de pallier le vide occidental, le pays s'aligne sur d'autres axes diplomatiques, perdant peu à peu l'espace pour la neutralité. Les choix souverains se retrouvent dictés par des accords opaques, des promesses d'armement ou de sécurité. Peut-on encore parler de liberté si chaque décision enferme dans un alignement automatique? L'exemple de la Biélorussie aujourd'hui illustre cette perte d'autonomie. Le modèle burkinabé ne reste pas isolé. Au Mali, au Niger, au Tchad, d'autres gouvernements voient dans cette rupture un exemple à suivre. L'Afrique de l'Ouest se transforme en laboratoire géopolitique, où chaque État tente de rebattre les cartes selon ses propres intérêts, sous le regard inquiet des puissances traditionnelles. La Côte d'Ivoire, le Sénégal observent avec prudence ces bouleversements. Face à cette évolution, l'Occident hésite, tâtonne. Les sanctions, l'isolement, les dénonciations n'enraident plus la dynamique. L'attrait des nouveaux partenaires demeure, alors que l'ordre hérité de la Seconde Guerre mondiale vacille, ébranlé par chaque alliance, chaque rupture. L'histoire des indépendances africaines montre que les ruptures, même spectaculaires, laissent souvent place à de nouvelles dépendances. Mais l'émancipation a un prix. La souveraineté n'est jamais acquise. Elle exige une vigilance de chaque instant pour éviter que la dépendance, même déguisée, ne s'installe à nouveau. Est-on en train de troquer une tutelle directe contre une influence plus diffuse, mais tout aussi contraignante? Le Gabon, le Mozambique ont connu ces transitions ambiguës. L'expérience burkinabé révèle qu'aucune alliance n'offre l'autonomie totale. La liberté de mouvement se paie cher, souvent plus discrètement et plus durement qu'on ne veut bien l'admettre. Les pays qui tentent de s'extraire des tutelles risquent l'isolement, mais aussi les pressions souterraines, les manipulations, les déstabilisations. Pourtant, derrière ces jeux d'alliance, une autre bataille s'engage,
celle pour l'adhésion populaire et la survie politique des nouveaux pouvoirs. Comment le peuple burkinabé vit-il cette transformation rapide ? Dans les villages, la défiance vis-à-vis de l'Occident se traduit par un regain de fierté nationale. Les jeunes, souvent marginalisés, voient dans le discours de Traoré une opportunité de réclamer leur place. Des mouvements citoyens émergent, réclamant justice et équité. Mais la vie quotidienne reste difficile. Les prix montent, les emplois manquent, la peur de l'insécurité persiste. Au sein de l'armée, la mobilisation est réelle, mais la fatigue guette. Les volontaires, souvent mal équipés, se retrouvent en première ligne face à des groupes aguerris et bien armés. Des familles entières vivent dans l'angoisse de perdre un fils, un frère, un mari. Les femmes, quant à elles, se retrouvent en première ligne pour organiser la survie du foyer. Comme au Libéria pendant la guerre civile, elles jouent un rôle central dans le maintien de la cohésion sociale, soutenant les déplacés, organisant des réseaux d'entraide, relayant l'information. Face à ces défis, quelles solutions concrètes ? Plusieurs pistes émergent. Diversifier les partenaires, non seulement russes, chinois ou nord-coréens, mais aussi turcs, indiens ou brésiliens, afin de multiplier les marges de manœuvre. Renforcer les capacités locales de production, notamment dans l'agriculture et les énergies renouvelables, pour réduire la dépendance aux importations. Impliquer davantage la société civile et les communautés locales dans la reconstruction de l'État, comme l'ont tenté les Comores ou le Timor oriental. Négocier des contrats plus transparents, incluant des clauses de révision et de souveraineté, pour éviter la perte de contrôle sur les ressources stratégiques. Former une nouvelle génération d'élites capable de naviguer dans un monde multipolaire sans céder à la tentation du repli ou de l'extrémisme. Le Burkina Faso survivra-t-il à son propre pari, ou bien la prochaine rupture viendra-t-elle d'ailleurs ? Ce récit touche à sa fin, mais l'histoire, elle, reste imprévisible. Ce petit État enclavé, souvent absent des cartes mentales, a défié l'ordre mondial construit depuis près de 80 ans. En renvoyant les soldats aux Français, en dénonçant les règles occidentales, il ne se contente pas d'être marginalisé. Il organise une démolition contrôlée de l'ancienne domination, tout en misant sur de nouveaux partenaires, la Russie, la Chine, la Corée du Nord. Pour certains, ce choix semble être un saut dans l'inconnu, troquant une dépendance à Paris contre une autre à Moscou ou à Pékin. Pour d'autres, c'est un acte de souveraineté pure, un refus de se soumettre. Les anciennes puissances, déconcertées, observent ce laboratoire africain avec une inquiétude croissante. Les universitaires, les analystes s'interrogent, assiste-t-on à l'émergence d'un nouveau Bandung ou à la répétition des échecs du passé ? Mais les conséquences dépassent largement le Burkina Faso. C'est toute la question de l'accès aux ressources, de la sécurité régionale et de la légitimité internationale qui se rejoue. Si le pari burkinabé réussit, un continent entier pourrait réécrire ses propres règles. Mais si le pays s'effondre, l'insécurité et le chaos risquent de s'étendre dans tout le Sahel. La crise actuelle au Soudan en est une illustration. L'effondrement d'un État a des répercussions sur tous ses voisins. L'enjeu va bien au-delà des frontières nationales. L'Afrique, longtemps considérée comme une périphérie, pourrait devenir l'arène centrale où se redessine la carte du pouvoir mondial. Des alliances inattendues émergent. Des accords énergétiques avec l'Inde, des partenariats éducatifs avec le Brésil, des échanges technologiques avec la Turquie. L'Occident, relégué, se retrouve spectateur d'une transformation profonde, contraint de repenser ses stratégies. Dans cette incertitude, une unique certitude subsiste. Ce qui se joue à Ouagadougou résonne désormais jusqu'aux capitales des grandes puissances. Le futur du Burkina Faso pourrait annoncer celui de tout un continent. Rien n'est garanti. Mais chaque décision prise ici pèse bien plus loin qu'il n'y paraît. Les prochaines années seront décisives. Alors plutôt que d'apporter une réponse définitive, posons la question. Et si le prochain séisme géopolitique partait d'un lieu que personne n'attendait ? Restez attentifs à ce laboratoire en mouvement, car le monde, désormais, doit compter avec Ouagadougou,